Il nous reste dans le titre 1 à voir une section importante concernant les organismes principaux qui interviennent en droit du travail. Section 4, les organismes administratifs et judiciaires de contrôle du travail. Le contrôle de la bonne application du droit du travail est source de problèmes, compte tenu de la multitude de règles qui existent dans le Code du travail et dans les conventions collectives de travail. Deux institutions vont participer au contrôle du droit social. Grand 1, l'inspection du travail. C'est une vieille dame qui fut créée par une loi du 19 mai 1874 et qui était à l'époque limitée à l'hygiène et à la sécurité. L'inspection du travail, évidemment, maintenant s'occupe de tout le droit social et non plus simplement de cette hygiène et sécurité, et fait partie des services extérieurs du ministère du Travail. Alors, si un jour il vous prend l'envie de passer le concours de l'inspection du travail, sachez que c'est l'un des concours les plus difficiles, au moins aussi difficile que commissaire de police, pour essayer de trouver une équivalence. Et pourtant, on a besoin d'inspecteurs du travail parce que ce sont des gens qui sont mal aimés, c'est un peu la police du travail et peut-être certains d'entre vous se rappellent, il y a quelques années de cela, peut-être plus d'une dizaine d'années maintenant, des agriculteurs acculés par les dettes qui avaient accueilli les inspecteurs du travail avec des fusils et qui les avaient tués. Alors peut-être que ça va pas vous donner l'envie de devenir inspecteur du travail. Alors, l'inspection du travail, c'est en fait une grosse structure qui a fait l'objet d'une réforme par un décret du 21 mars 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015. Et en fait, il y a une nouvelle organisation maintenant qui a créé ce que l'on appelle des unités de contrôle, des UC, qui permettent une meilleure compétence, une meilleure organisation du travail de ces agents au niveau départemental, interdépartemental et régional. Et ce sont les directs, mais qu'est-ce que c'est que ce mot affreux, DIRE2CTE, qui sont des directions également régionales, qui regroupent en fait les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Donc voilà, les UC sont liés au direct. Dans des UC, il y a au sommet l'inspecteur du travail et sous son autorité, vont être constituées des sections qui vont inclure des contrôleurs qui sont là pour aider dans le travail de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail a 3 missions fondamentales. Première mission, il doit veiller à la bonne application du Code du travail, mais aussi des conventions collectives. Et il a le droit de constater des infractions au Code. Il bénéficie pour cette première mission de 3 droits. Premier droit, un droit de visite qui lui permet de pénétrer sans autorisation préalable dans les locaux où travaille le personnel et cela peut servir évidemment à lutter contre le travail dissimulé. Deuxième droit, il bénéficie d'un droit de communication pour se faire délivrer, communiquer tous les registres de l'entreprise afin de contrôler les entrées et les sorties du personnel et là aussi pour lutter contre le travail dissimulé notamment. Enfin, il a un droit de prélèvement en cas de produits toxiques, ce sont des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Si lors de l'exercice de l'un de ces 3 droits, l'inspecteur constate une irrégularité, il peut dresser éventuellement un procès-verbal. Mais avant de dresser ce procès-verbal, il y a un pouvoir d'appréciation de l'inspecteur du travail sur les suites qu'il entend donner à une affaire. Il peut ainsi, dans un premier temps, notifier à l'employeur une simple observation. Deuxièmement, lui adresser une mise en demeure avec avant procès-verbal si les choses ne s'améliorent pas. Et enfin, si ça ne va toujours pas, il peut dresser procès-verbal. Et ce procès-verbal sera transmis au parquet qui pourra
éventuellement engager des poursuites pénales. Vous voyez déjà, se glisse l'ombre d'un contentieux multiple en droit du travail, puisque là, nous allons pouvoir un contentieux administratif, mais également un contentieux répressif. La deuxième mission de l'inspecteur du travail, c'est une mission de conseil et d'assistance aux employeurs et aux salariés. Mais c'est vrai que, compte tenu du manque de temps et compte tenu aussi peut-être de la mauvaise image de l'inspecteur du travail, eh bien cette mission est peut-être pas celle qui est la mieux effectuée. Enfin, dernière mission qui est très importante, il peut prendre des décisions administratives motivées. Alors, ces décisions peuvent faire l'objet de recours. Le premier recours, un recours hiérarchique devant le ministre du Travail, et évidemment l'autre, un recours contentieux devant les juridictions administratives, tribunal administratif, et puis le cour d'appel et conseil d'État en cas de pourvoi. Alors, dans quel domaine, peut-il prendre ces décisions administratives? Je vous en donnerai un exemple qui me paraît le plus important et qu'il me faut vous expliquer. Dans une entreprise, il y a des salariés que l'on appelle les salariés protégés parce qu'ils sont investis d'un mandat représentatif. On y trouve les délégués du personnel, les membres élus du comité d'entreprise, les délégués syndicaux, les membres du CHSCT notamment. Ces gens ont un contrat de travail et en plus un mandat qui leur a été confié par les salariés de l'entreprise lors des élections professionnelles. Ce qui veut dire que l'employeur ne peut pas les licencier comme ça. Ils sont salariés protégés et avant de les licencier, il va devoir demander une autorisation administrative préalable à l'inspecteur du travail. Vous aurez vu donc que les missions de l'inspection du travail sont très importantes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Passons maintenant au deuxième grand organisme de contrôle, si je puis dire, grand 2, les juges du droit du travail. Avant de vous expliquer quel est le juge de droit commun, je vais vous parler de l'éclatement du contentieux social. Grand A, l'éparpillement ou l'éclatement du contentieux social. Nous l'avons déjà un petit peu abordé, mais le contentieux du droit du travail n'est pas unique. Plusieurs juridictions peuvent être appelées à connaître du droit du travail. Le Conseil des prud'hommes, CPH, va être la juridiction de droit commun. Je vous en parle dans le grand B. Quelles sont alors les autres juridictions? Eh bien, on vient de le voir, le juge pénal peut être compétent. Dans quelle matière? En matière d'hygiène et de sécurité, en matière de harcèlement, en matière de discrimination, en matière de délit d'entrave, c'est-à-dire quand l'employeur empêche le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Le juge administratif, on l'a vu aussi, va être compétent. Eh bien, par exemple, face au contentieux qui va lier l'inspecteur du travail et l'employeur. Mais les juridictions civiles ont aussi leur mot à dire. Le tribunal d'instance est compétent pour tout le contentieux électoral, mais aussi pour la désignation des délégués syndicaux, ou encore pour la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat. Le TGI, quant à lui, est compétent pour tous les litiges collectifs, par exemple l'interprétation des conventions collectives, mais en référé, son président peut aussi prendre, par exemple, des ordonnances d'expulsion de salariés grévistes. Vous voyez, il existe un véritable éclatement du contentieux. Mais il ne doit pas empêcher le salarié de se tourner vers sa juridiction. Grand B, le Conseil des prud'hommes, juge de droit commun. Alors, le Conseil des prud'hommes a été créé par une loi du 18 mars 1806 à la demande des commerçants de la ville de Lyon. Ils ont fait une requête auprès de Napoléon en disant que voilà, les litiges en droit social commençaient à se multiplier et qu'il fallait donc une juridiction spécialisée. Mais à l'époque, seuls les employeurs siégeaient. En 1848, on va introduire la présence des salariés. Et vous l'aurez donc compris,
La première particularité des conseils des prud'hommes est que c'est une juridiction paritaire. La deuxième particularité, c'est que les magistrats ne sont pas des magistrats professionnels. Les conseillers prud'homaux sont choisis. Il y a eu une réforme, c'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont choisis lors des élections professionnelles et ils sont choisis parmi les représentants des employeurs et parmi les représentants des salariés. Ce sont donc des professionnels. Voyons trois petits points, il me semble, relatifs à notre juridiction. Petit 1, quelle est la compétence du Conseil des prud'hommes? Le Conseil des prud'hommes est compétent pour tous les litiges individuels de travail relatifs au contrat de travail et opposant un employeur et un salarié ou bien des salariés entre eux. C'est une compétence d'ordre public, les parties ne sauraient y déroger, par exemple par une clause compromissoire ou par une clause attributive de juridiction. Il existe au moins un conseil des prud'hommes dans le ressort de chaque TGI. Et en ce qui concerne sa compétence territoriale, on a essayé de multiplier les tribunaux compétents pour faciliter la saisine par le salarié. Ainsi peut être compétent le CPH du lieu de travail, mais aussi le CPH du domicile du salarié. Encore, le CPH où a été fait l'embauche. Petit 2, la composition du Conseil des prud'hommes. Le Conseil des prud'hommes est composé de sections, au nombre de 5. Encadrement, industrie, services commerciaux, agriculture et activités diverses. Et c'est l'activité principale de l'entreprise qui va être déterminante pour la compétence de la section. Nos sections sont divisées en chambres, avec des spécialités, parce que les conseillers prud'homaux ne peuvent pas être compétents dans tous les domaines. Sachez que dans chaque section, il y a toujours une chambre qui est consacrée au licenciement pour motif économique. Auparavant, les conseillers prud'homaux étaient élus pour 5 ans. Maintenant, leur désignation va être calquée sur les élections professionnelles. Et en fait, ils ne seront plus directement élus, mais il faudra qu'ils aient obtenu un certain suffrage lors des élections pour pouvoir être désignés. Le Conseil des prud'hommes est présidé alternativement par un employeur et par un salarié. Mais bien entendu, personne ne le sait. Le président a une espèce d'écharpe comme ça, mais on ne sait pas, il n'y a pas marqué sur son front s'il est employeur ou salarié, évidemment. Nos conseillers prud'homaux bénéficient, pour pouvoir préparer les dossiers, assister aux audiences, des autorisations d'absence qui leur sont payées comme temps de travail. Enfin, petit 3, la procédure. La procédure, elle se veut simple, accessible à tous. Il suffit de faire une demande verbale ou écrite au greffe du Conseil des prud'hommes et celui-ci fera un avis par lettre recommandée avec AR à l'autre partie. Ensuite, ce qui est très important de comprendre, c'est que la procédure devant le CPH comprend 2 étapes. La première est obligatoire, c'est la procédure de conciliation. Et il est d'ailleurs question, dans les projets de réforme, de développer cette conciliation pour désengorger les tribunaux. La conciliation se fait devant le bureau de conciliation et les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, par un employeur. Je précise que devant le Conseil des prud'hommes, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire. Lors de cette phase de conciliation, eh bien, les parties essayent de s'entendre. Et alors là, de choses l'une, soit ils s'entendent, et à ce moment-là, on va dresser un procès verbal de conciliation, qui peut être d'ailleurs total ou partiel, ou bien il n'y en aura pas, et alors on passe à la deuxième phase, qui est la phase de jugement devant le bureau de jugement. Il y a beaucoup de demandes de plus en plus et par exemple désormais je pense que sur le CPH de Paris et les CPH proches de Paris il faut attendre 18 mois avant que le bureau de jugement ne rende son jugement.
En tous les cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce jugement est rendu à la majorité des voix, et que donc va se poser le problème, puisqu'il y a parité, si on n'arrive pas à dégager une majorité. Si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que l'affaire est mise en départage, et on va devoir attendre le juge départiteur, qui est le président du tribunal d'instance, et qui vient une fois par mois pour départager justement les affaires où les conseillers n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'appel d'un jugement du CPH est possible, à condition évidemment que le montant de la demande excède 4 000 €. Des décisions d'urgence peuvent être rendues en la forme des référés. Et bien évidemment, un pourvoi devant la Cour de cassation est possible, à condition qu'il y ait un vice de cassation.